Bonjour à tous, bienvenue. J'ai l'honneur et le privilège aujourd'hui de recevoir M. Christian Trudeau. M. Trudeau est un ami et un mentor et je lui ai forcé la main pour le mon mentor. Et j'ai encore forcé la main une deuxième fois pour qu'il accepte aujourd'hui de nous parler à l'écran. M. Trudeau, bonjour. Bonjour, bonjour Bac. Euh, je vais faire une description parce que vous êtes mon mentor, faut que je dois le faire, mais après ça, je vais vous laisser la parole parce que votre CV est ça de long, mais si je le résume, j'ai l'honneur de parler à l'homme qui a digitalisé la bourse de Montréal des années 80, à l'homme qui a vu le commerce électrique électronique alors qu'on parlait du TCP/IP. L'Internet n'était même pas encore sur la table. Et puis, je m'amuse beaucoup à dire que je m'amuse avec vous parce que votre passé, c'est mon avenir. Ça, c'est en peu de mots. Mais Christian, pour ceux qui nous écoutent, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bon, ben écoute, comme tu l'as dit, bon, mon nom c'est Christian Trudeau. Je suis un informaticien de formation. Donc, toute ma vie, je l'ai passée dans la technologie. Comme tu l'as dit, Bac, j'ai commencé à la Bourse de Montréal dans les années 80 où, dans ce temps-là, c'était encore papier. Là. Il n'y avait pas vraiment d'ordinateur. C'était au tout début. J'ai été chanceux d'arriver au tout début. Et c'était une opportunité pour moi de monter, dans le fond, toute l'automatisation de la Bourse de Montréal dans les années 80. Fait que j'ai passé 15 ans là, j'ai monté le département au complet. J'ai dirigé la mise en place de tous les systèmes. Puis aussi, à travers de ça, mais pas seulement pour la Bourse de Montréal, mais j'ai développé des logiciels, moi et mon équipe, pour plusieurs bourses dans le monde, une dizaine de bourses dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Australie, partout. Donc, c'est une belle expérience. Et ensuite, je suis toujours resté dans les technologies d'information. J'ai développé, je suis rentré à Bell Canada où là, j'ai développé avec mon équipe les premiers logiciels de commerce électronique. Donc, commencer à faire du paiement via les réseaux. Dans ce temps-là, on ne parlait pas encore d'Internet, mais comme tu l'as dit tantôt, on parlait du protocole TCP/IP qui était le nom plus utilisé avant qu'on utilise le nom Internet, mais c'était vraiment au début de l'Internet. Donc, on a démarré une entreprise qui s'appelait BCE Mergis, qui était bien connue, très connue fin des années 90, années 2000. En fait, c'est devenu les trois grands joueurs dans le monde dans le commerce électronique. Bien, par après, écoute, 6 ou 7 ans plus tard, j'ai démarré une autre entreprise, Centria, commerce qui faisait du financement pour les développeurs immobiliers. 5 ans là. Ensuite, je suis allé à Transcontinental. Donc, j'étais président de la division interactive. C'était de la communication marketing. Encore là, on était un peu en avant de notre temps. On faisait de l'analyse de données, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais dans ce temps-là, on n'en parlait pas beaucoup. Si on retourne en 2009, là, donc ça fait quand même un bon bout de temps. Donc, j'ai implanté un gros groupe quand même à Montréal qui faisait juste de ça. L'analyse des comportements sur les réseaux sociaux, dans le fond, tout ce qui était marketing digital, comme on l'appelle aujourd'hui. Par la suite, je suis allé démarrer une autre entreprise en 2012 qui n'avait rien à voir avec mon passé des technologies d'information, qui était le nom de l'entreprise, c'était Hermédic. Pour moi, c'était tout un défi parce que avec 2 autres partenaires, c'était tout un défi. C'était dans le monde de la santé, c'était dans le monde de l'aviation. Fait qu'il a fallu que j'apprenne toutes les lois reliées à la santé, les lois reliées au Transport Canada. J'ai mis en place l'entreprise là, de zéro. J'ai monté toute l'équipe. J'ai eu beaucoup de plaisir dans cette période-là parce que, dans le fond, c'était du concret, on sauvait des vies. Puis c'était aussi c'était facile à comprendre pour les autres, plus que du commerce électronique. J'ai passé plusieurs années là, puis depuis 2015, je dirige ma propre entreprise qui est Optimista, qui aide les entrepreneurs en technologie principalement, mais aussi dans d'autres domaines à trouver du financement. Du financement auprès d'investisseurs privés, d'investisseurs institutionnels, des gouvernements. Je travaille avec Investissement Québec, avec le BDC, tous ceux-là sont connus, mais aussi avec beaucoup de familles privées qui investissent et qui veulent aider les entrepreneurs du Québec à grandir. C'est ce que je fais depuis un bon temps. Je sais que vous avez promis de ne pas déroger des questions qu'on avait parlé, mais je dois vous la poser. Qu'est-ce qui vous drive à faire tant de choses différentes? Et on dirait que vous avez toujours le défi de vouloir prendre quelque chose de nouveau. Ben écoute, oui, tu as raison. Ben, je pense qu'on vit au monde comme ça, on a tout le temps besoin de défis. Puis là, mon défi, c'est d'aider le plus d'entrepreneurs possible en ce moment à avoir du succès, à les conseiller, à les amener dans la bonne direction.
Mais aussi, trouver de l'argent, c'est pas toujours facile. Puis avec les années, les 30 dernières années, j'ai développé un bon réseau pour être capable d'aller chercher le bon financement. Donc, j'essaie de faire, je suis un peu comme une agence de rencontre, si on veut. Je mets en contact les meilleurs, les investisseurs qui vont fitter avec les entrepreneurs. Puis, ça prend des bons fits. Puis, bon, mais j'aime ça les aider. Ça aide aussi le Québec à grandir. Merci. Ben, c'est grâce à ça qu'on a développé une relation d'amitié, puis je me suis forcé la main de devenir mon mentor. Mais si on arrive, présentement, les gens qui nous écoutent, présentement, on est dans une crise unique au monde. On parle du COVID, que tout le monde est sur pause. Et puis, on sait qu'il y a un tournant majeur vers les technologies parce qu'on est prêt à la maison. Puis là, tout ce qui était électronique qui commence à lever très, très fort. J'aimerais prendre votre expérience d'avoir vu les choses arriver à l'avance, autant à la Bourse de Montréal qu'après avec les plateformes de commerce électronique. D'après vous, comment les changements technologiques vont pouvoir améliorer ou même peut-être relancer l'économie du bon pied après la pause? Écoute, on a vu, c'est sûr, on a vu l'émergence de tous les logiciels de vidéoconférence. Je pense qu'il y a la moitié du monde qui utilise Zoom aujourd'hui qui ne savait même pas que ça existait il y a un mois. Les logiciels de vidéoconférence. Toi, le premier, Bac, ben écoute, mais il y en a plusieurs qui existent. Fait que je te dirais, c'est sûr qu'eux sont heureux. Là. Ils ont des ventes records, puis c'est dans les entreprises qui vont bénéficier de la crise du virus. Il y en a beaucoup d'autres aussi qui en bénéficient. Mais moi, je dirais là-dessus que dans le futur, ce qu'il faut apprendre de cette crise-là, c'est que quand on démarre une entreprise en technologie, tout ça, il faut essayer de penser au pire tout le temps. Puis ce qui arrive là, c'est le pire qui pourrait arriver pour un paquet d'entreprises. Puis il y en a un paquet qui ne vont pas passer à travers, qui vont faire faillite. Malheureusement, ils ne vont pas toutes les sauver. Le gouvernement essaye d'en sauver le plus qu'il peut. Là. Mais plus on va avoir dans l'esprit, quand on bâtit nos entreprises, d'être capable de passer à travers des crises qu'on ne sait pas qui vont arriver, plus on va être capable de survivre. Puis il faut être capable de bouger vite, de s'adapter au changement. Puis ça, c'est la clé du succès. Donc, même quand il n'y a pas des crises, il faut être capable il y a des crises économiques, il y en a au moins une à tous les 10 ans. Celle-là est majeure, puis elle a été causée par un virus. Fait que là, on vit une crise sanitaire ou une crise de santé. En même temps, on va vivre une crise économique. Mais les entreprises qui, dans leur tête ou dans leur vision, dans leur plan, pensent à ça un petit peu d'avance, c'est sûr, vont être gagnants. Mais en même temps, il faut être capable de s'ajuster rapidement. On l'a vu avec CAE électronique. CAE électronique fabrique des simulateurs de vol pour les pilotes d'avion, pour les avions. Puis ils ont changé une chaîne de production rapidement pour être capable de fabriquer des respirateurs, ce qu'on avait besoin au Québec, ce qu'on a besoin partout dans le monde. Mais dans 2 semaines, ils ont mis des ingénieurs dans une salle, puis ils ont transformé la chaîne de production. Mais les entreprises qui sont capables de s'ajuster, de se transformer comme ça, ben, ils vont survivre, puis ils vont survivre. Ils vont toujours survivre. Donc, c'est ce que j'en tiens. Ce que vous dites beaucoup, c'est que ce n'est pas l'émergence de nouvelles technologies qui va être à regarder, c'est la capacité à laquelle on arrive à s'ajuster rapidement sur des choses qu'on a besoin aujourd'hui. Oui, parce que dans le fond, la technologie, là, je dirais pas que c'est dépassé. Là. Ça fait quand même des années qu'on parle de technologie. C'est plus les innovations derrière la technologie. Parce que la technologie permet aujourd'hui à plein de gens de démarrer des nouvelles entreprises, mais c'est la façon dont on va utiliser la technologie qui est importante. Et c'est la façon dont on va s'ajuster au changement. La vitesse d'adaptation et l'implantation, c'est la clé de tout ça pour vous. C'est important. Pour ceux qui nous écoutent, réécoutez ça une couple de fois parce que je crois que c'était très dense comme réponse. Absolument, je me laisse beaucoup aller, mais je m'étais promis avec vous de rester sur les tracks. Avec l'expérience que vous avez d'introduire des solutions, et puis à chaque nouvelle solution, vous et moi, on en a parlé longuement, il y a toujours de la résistance à la nouveauté. Mais est-ce que le COVID-19 puis la pause qu'on a fait en sorte que la résistance va être plus grande ou moindre, d'après vous, à l'implantation? À mon avis, moins. Écoute, si je regarde, moi, dans mon passé, chaque fois, puis tu sais, ça a toujours été un défi. Pour les gens responsables des technologies dans les organisations, implanter des nouvelles technologies, ça a toujours été compliqué. Ça l'est moins aujourd'hui, mais si on retourne 25-30 ans en arrière, c'était quelque chose d'implanter des nouvelles technologies dans une organisation. La résistance au changement a toujours été, comme tu disais tantôt, Bac, très, très, très forte. Écoute, la façon d'y arriver, moi,
c'est bien simple. Ça a toujours été d'impliquer tout le monde. Tous les niveaux de l'organisation doivent être impliqués, que ce soit du président, de la secrétaire, de n'importe qui. Tous les gens, quand tu impliques toutes les instances, les gens autour de toi dans une implantation technologique, bien, tout va bien aller, c'est sûr. Puis le deuxième volet, bien, c'est la communication. C'est intimement relié, mais c'est la communication. La communication entre les différents partis, on l'a toujours dit. Puis, donc, la gestion du changement, un des éléments importants, c'est la communication. Communiquer sur une base régulière ce qu'on veut faire, comment, pourquoi on veut le faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir, comment on va le faire, puis d'impliquer tout le monde. Puis on le voit avec François Legault et son équipe, le trio qu'on voit tous les jours à 1 heure avec la ministre de la Santé puis le Dr Arruda, c'est de la communication fréquente, transparence, honnêteté, intégrité. Quand ils font des erreurs, ils admettent leurs erreurs. C'est la meilleure façon d'implanter le changement, c'est cette approche-là, selon moi. Donc, je pense que c'est une expérience qu'on vit en ce moment qui fait que les gens vont travailler mieux ensemble, puis ils se rendent compte maintenant qu'ils sont plus dépendants les uns des autres. Fait que les individualistes, les gens qui veulent travailler tout seuls puis qui pensent qu'ils peuvent avancer tout seuls, vont avoir beaucoup de difficultés dans l'avenir. Ce que vous me dites, c'est que le confinement et l'isolement va faire en sorte qu'on va se coller plus dans l'avenir? Oui, on va se tenir davantage ensemble? Oui, c'est une belle analogie. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je pense que les gens n'ont jamais été autant en meeting qu'aujourd'hui. Une question, puis je sais que c'est une question qui peut paraître cheap, mais est-ce que vous avez une solution technologique qui permettrait à l'ensemble des entrepreneurs ou des gens qui ont un pouvoir économique qui nous écoutent, qui pourraient relancer l'économie en partant? Écoute, il n'y en a pas de solution miracle. J'ai plusieurs entreprises, plusieurs technologies en tête, mais je te dirais que tout ce qui est relié en ce moment au travail à distance, toutes les technologies qui permettent aux gens de communiquer entre eux, comme ce qu'on fait en ce moment, c'est la base. C'est la base de tout. Les gens, il va falloir qu'ils apprennent en fait, tout le monde est en train d'apprendre à non seulement communiquer dans des meetings, parce que c'est pas juste faire des meetings, ce qu'on fait en ce moment, mais il va falloir qu'on apprenne à faire des démonstrations de nos produits, même des produits qui sont mécaniques ou physiques. Tout ça va changer. Puis même après la crise, une fois qu'il n'y en aura plus, va dans 1 an, dis-toi que tout le monde était vacciné, donc la crise est finie. Bien, ce que tu fais là, bague avec moi, là, bien, tu vas le faire encore, je pense. Tu vas le faire plus qu'avant. Ça va continuer, ça va demeurer. Fait que là, on est en train de changer nos habitudes de vie pour toujours, même quand la crise va être passée. Puis ça, je trouve que c'est super bien. Fait que ça va être un mix de, oui, on va travailler, on va continuer à se rencontrer face à face, mais en même temps, on va avoir appris à travailler à distance efficacement. Avant, on ne pensait pas qu'on pouvait travailler efficacement comme ça en vidéoconférence. Les gens étaient peu ouverts à ça. On voyait ça, des vidéoconférences comme ça, les grandes entreprises. Ben moi, je le faisais dans les années 90. Quand tu as des bureaux tout partout dans le monde, tu es obligé, tu le fais. Tu fais de la vidéoconférence. Mais on n'aimait pas ça, faire ça. On aimait mieux aller voir les gens on aime mieux voir les gens sur place. Mais là, on se rend compte que l'efficacité quand même. Si ce que vous me dites, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'industries ou de conventionnelles qui risquent de voir leur chiffre d'affaires fondre carrément parce que je parle des tours de bureau, il y a des gens qui pensent déjà est-ce qu'ils vont garder les mêmes bureaux? Vous parlez des restaurants où on se rencontre moins. Pensez-vous que ça va affecter le rythme de la reprise économique? Écoute, c'est sûr que là, l'enjeu en ce moment, si on parle en ce moment, c'est le fait que l'immunité n'est pas encore là, que les vaccins ne sont pas encore là, c'est sûr que ça ralentit. Mais si on regarde dans 1 an, je pense que ça va reprendre de toute façon. On va le voir dans les prochaines semaines. Ça va reprendre tranquillement. Puis plus ça va reprendre, plus ça va aller vite, là. Puis les gens vont faire attention. Notre vie vient de changer pour toujours, là. C'est certain que les restaurants vont réouvrir. Puis on va être tenté à y aller plus pour les encourager, pour qu'ils passent à travers la crise, mais les habitudes vont changer. Les tables vont être plus distantes pour un bout. Nos habitudes d'hygiène aussi vont avoir changé pour toujours, même quand le virus va être disparu. Oui, moi, je pense que l'économie va prendre très, très, très fort. Puis c'est les innovateurs. Je pense que là,
on a on a un nouveau monde de nouvelles possibilités devant nous. On a juste à réfléchir. Les questions environnementales vont être hyper importantes, plus qu'avant. On voit maintenant avec ce qui est arrivé, la crise du pétrole, ça va être majeur. Ce qu'on voit en Alberta, l'Alberta va être obligé de se redéfinir en ce moment. C'est fini maintenant. Ils ont 150 000 jobs dans le monde du pétrole. T'sais. Et là, en ce moment, ils sont tous arrêtés. Même chose en Arabie Saoudite. Fait qu'on va... Là, on se rend compte que tout ce qui était les énergies fossiles, là, puis qui était, dans le fond, néfaste à l'environnement, va vraiment changer. Fait que je pense que cette crise-là va nous faire penser différemment, beaucoup à l'environnement aussi, entre autres. Wow! Je ne m'attendais pas à cette réponse. Vous venez de donner un penchant vers qui les investisseurs ou puis les entrepreneurs devraient regarder. Ça va un peu dans ce sens-là, mais si on sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent à ce point-ci, puis avec votre passé robuste en tant qu'entrepreneur et en tant aussi que vous avez fait avancer des marchés là où ça n'existait pas, c'est quoi le conseil que vous voudriez donner à un entrepreneur aujourd'hui qui regarde cette crise? C'est quoi les opportunités? Puis comment je fais pour capitaliser sur le temps que j'ai? Écoute, moi, je pense que il faut, comme je viens de le dire, on a un nouveau monde devant nous. C'est comme si on arrivait sur une nouvelle terre, là, pour être honnête. Là. Puis là, les possibilités d'innovation sont infinies, plus qu'avant la crise. Il faut juste regarder, il faut bien comprendre dans le nouvel environnement dans lequel on est, qui a complètement changé, l'environnement socio-économique. L'économie ne sera plus la même. La façon dont on va se rencontrer au restaurant ne sera plus la même. Tout ça va changer, pas juste pour un an, mais pour les 10, 15, 20 prochaines années. Ça va changer nos habitudes de vie. Et il va falloir apprendre à travailler ensemble. Plus. Il va falloir que les gens travaillent en équipe, carrément. Plus dans la même direction. On s'est rendu compte qu'avec la fermeture des frontières, la mondialisation est remise complètement en question. Peut-être temporairement, parce que ça va toujours être là, mais il va falloir apprendre à vivre localement quand on vit des périodes de crise comme ça. Donc, c'est pour ça que les initiatives d'Acheter Québec, de s'entraider entre nous, quand les frontières sont fermées, tu n'as pas le choix. Il faut que tu essaies d'être autosuffisant. Tout ça va changer la façon dont les entrepreneurs vont développer des technologies là, dans le futur, puis la manière dont ils vont être financés. Quand un entrepreneur va être capable de dire, moi, ce que je fais, peu importe ce qui va arriver, je peux aider le Québec, même si je n'ai pas les produits qu'il me faut qui viennent de d'autres pays. Quand une entreprise, 50 de sa matière première vient de la Chine, puis 30 vient des États-Unis, puis 10 de l'Europe en ce moment, c'est sûr qu'il est dans le trouble. Parce que les frontières sont fermées. Oui, il y a de l'approvisionnement qui se fait, mais juste pour les produits urgents, tu comprends? Fait que tout ça, il va falloir y penser, et puis ça va créer à mon avis, c'est juste des nouvelles opportunités. Moi, je pense que ça va bien aller. Et les gens vont travailler plus ensemble, vont être plus solidaires, puis ils vont, tu sais, les gens, je pense que moi, le message que je veux lancer, c'est pas de devenir riche qui va être important, là, ça va être de créer de la richesse autour de nous. Ça va être de créer de la richesse ensemble, tu sais, autour de nous, dans la société. Bien, si on fait bien ça, bien, on va tous devenir riches. Pas par l'argent, mais par ce qu'on va avoir accompli, puis comment on va avoir aidé tout le monde. C'est comme ça que ça va se passer. Ce que vous me dites, dans le fond, c'est que le COVID-19 nous a ramené aux valeurs des milléniums, qu'on regardait puis qu'on se posait beaucoup de questions depuis un bout. On dirait que tout rien, l'environnement, on parle de vivre en harmonie, on parle de communiquer puis de ne pas mettre de l'argent en tout. Vous pensez vraiment que tout le monde va être sur ces valeurs? Oui, je pense que ça va avoir influencé beaucoup de monde. Les gens sont beaucoup plus proches qu'avant, même s'ils sont confinés. On n'a pas le choix. Quand c'est une question de survie puis nos vies sont en jeu, on n'a pas le choix de s'avancer. On n'a pas le choix de s'aider, de s'entraider. Sinon, on ne peut pas passer au travers. Vous avez parlé aussi de commerce local, de s'encourager. Puis je vous écoutais, j'ai pas pu m'empêcher de penser, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une montée du protectionnisme avec ça? D'un certain esprit nationaliste où avant on se regardait le nombril, là on s'est ouvert sur le monde, est-ce qu'on risque de se refermer d'après vous? Non, je pense pas. Moi, je pense que ça va être un juste milieu. Je pense, non, pas du tout. La manière que moi je le vois, c'est qu'il faut apprendre à être autonome, mais en même temps, il n'y a rien qu'une planète. T'sais, pour moi, je pense pas que je vais vivre assez vieux pour ça, mais pour moi, il devrait y avoir juste un pays, puis ça devrait être la planète, puis il ne devrait pas avoir de frontières.
Puis il y en a trop de frontières, il y a trop de distinctions. Fait que moi, je pense que oui, il faut être capable d'être autonome à cause que là, on vit avec des frontières, comme on en a une avec les États-Unis, puis on a les aéroports, c'est les frontières avec le reste de la planète. Là. Mais il faut absolument être capable de développer rapidement localement. Pour ça, il faut développer des chaînes de production ou des produits qui peuvent s'ajuster en temps de crise. Mais en même temps, on n'a pas le choix de vivre sur la même planète. T'sais. Je suis donc content que vous avez cette idée parce que vous me dites que physiquement, on doit être capable d'être autonome. On ne parle pas d'être protectioniste, on parle d'être autonome. Mais pour vous, la vision parfaite serait d'avoir un seul pays. Puis le pays serait prêt à la planète. Oui. C'est pas la meilleure place à faire, ça. En technologie, il n'y a pas de frontières. On en met de façon virtuelle, mais il n'y en a pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution à ce que vous venez de me dire, là, pour le voir dans votre vivant en passant par la technologie? Absolument. Non, mais tu as raison. C'est comme si on regarde toi, là, ou on regarde la télémédecine. C'est la seule chose qui empêche la télémédecine de des fois passer les frontières, c'est parce qu'il y a des réglementations, il y a des lois. Tu sais, on a une loi dans la santé ici au Québec, il y a une loi en Ontario. Il y a trop de systèmes différents qui nous réglementent. Là. Mais en bout de ligne, un médecin peut sauver à distance quelqu'un. Le médecin peut être ici, puis il peut sauver quelqu'un qui est en Afrique avec la télémédecine, si le système le permet. Fait qu'il faut que les systèmes s'ajustent. Ce que vous me dites, dans le fond, c'est que la technologie, c'est pas le problème. On y est. C'est une question de La comment on voit technologie la existe, ça technologie. fait déjà un bout, ouais. Des beaux messages. Question d'être autonome, question de s'ouvrir. Puis, comme vous l'avez dit, là, de connecter davantage. Christian, je demande toujours à tous les gens qui viennent de dire, si vous partagez un message à la fin, vous l'avez déjà fait avec votre pays qui s'appelle la planète, mais si vous avez vraiment un vœu à sortir de cette crise pour tout le monde, en mai, là, on recommence, ce serait quoi votre espoir le plus grand? Ça serait que tout le monde travaille plus ensemble. Que les entreprises, les entrepreneurs, qu'il y ait moins de compétition puis plus de collaboration au niveau des entreprises, au niveau des différentes économies, au niveau des mêmes économies. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. C'est ce que j'espère. M. Trudeau, c'était un honneur et on a fait 20 minutes et puis je suis pas mal sûr qu'on a assez de matériel pour y penser pendant encore une nuit ou deux. Euh, S'il y a des entrepreneurs qui sont à l'écoute et qui disent qu'ils aimeraient vraiment travailler avec vous, comment ils font pour vous rejoindre? Ah ben, écoute, le nom de ma firme, c'est Optimista. Fait que je pense que quand tu tapes Optimista, on peut me trouver facilement. Super. M. Trudeau, j'espère que vous avez compris qu'on a encore besoin de vous. Puis, Marie, vous avez fait beaucoup de chemin, puis vous avez tendance à dire que vous ne verrez pas assez vieux pour le voir. Je pense au contraire, vous êtes parmi les gens qui vont pouvoir inspirer ce changement, puis de pousser les autres. Parce que, comme je n'arrête pas de le dire, votre passé là, est l'avenir de beaucoup d'entre nous, des gens qui regardent. Merci du positivisme. Merci aussi de l'ouverture que vous me faites. Je sais que vous êtes un homme extrêmement occupé, puis de prendre ce temps aujourd'hui de me parler, je l'apprécie énormément. Ben, merci, Bac, puis bonne chance à toi, puis bonne chance à tout le monde. Ça va bien aller. Ça va bien aller. C'est ça.